On est parti. Hop. Alors, affichage, mode lecture, je ne sais pas si c'est mode lecture. Allez, mode lecture. On est parti, c'est tout bon? Oui, c'est bon, Allez. on peut voir ton écran et l'enregistrement a commencé. Allez, donc ce soir c'est la candidose, on est bien tous d'accord sur le sujet. Alors ça c'est une photo qui est très, très jolie, que j'ai un peu agrandie, microscopique. Allez, on est parti. Alors, ah oui, pourquoi ça défile comme ça? Oula, alors je vais revenir à notre affichage parce que ça, c'est en plein écran. Voilà. Hop. Alors, cette fameuse candidose, donc c'est une infection, on appelle candidose à partir du moment où c'est une infection. C'est une infection fongique qui est invasive et qui cause chaque année autant de décès que la tuberculose ou le paludisme. Donc c'est pas mal de morts pour la tuberculose. J'avais vu que c'était 1,5 million de morts dans le monde. Hein. Donc c'est quand même pas mal. Donc parmi ces pathogènes, donc ces infections fongiques, il y en a plusieurs. Hein, des infections fongiques, il n'y a pas que le candida albicans. Mais là, ce soir, on va parler de la candidose par le candida albicans. Donc c'est une levure hein, qui colonise notre peau, les cavités orales, l'appareil génital, les muqueuses intestinales de la plupart des individus en bonne santé. Donc elle est tout le temps présente, cette levure, donc elle est inoffensive normalement, et dans des conditions très particulières, chez les patients sensibles qui peuvent avoir des déséquilibres, eh bien, on peut avoir un envahissement, donc une prolifération de cette levure et qui va envahir généralement notre muqueuse gastro-intestinale et pénétrer aussi après, sous d'autres formes un peu plus sévères, la circulation sanguine. Et de là, ça va entraîner une infection, ce qu'on appelle une infection systémique sévère. Donc c'est là la forme la plus virulente. Donc le candida albicans en eubiose, donc l'eubiose, hein, c'est le parfait équilibre de notre microbiote. Donc les levures et le candida albicans, ils vivent en symbiose avec les bactéries, les virus, les parasites qui peuvent notre microbiote. Il est sans danger. Tant qu'il est en équilibre dans le côlon, il participe activement à la digestion des sucres. Donc cette digestion va libérer certains métabolites comme des aldéhydes, de l'ammoniac, de la ribonoton, des citramalates et des tartarates. Tartarates, pardon. C'est vachement compliqué. Il ne pourrait pas nous donner des mots beaucoup plus simples dans la science. Alors, en cas de prolifération excessive de candidats, la production de ces métabolites, qu'on a vu les aldéhydes beaucoup, de ces métabolites va être perturbée en entraînant une augmentation des mycotoxines, donc qui seront la cause de nombreux symptômes. Il suffit d'une hyperperméabilité, par exemple, du tube digestif pour que ces mycotoxines se retrouvent dans le sang et gagnent toutes les cellules de l'organisme. Donc le candida albicans, c'est une famille d'un peu plus de 200 espèces. Ici, on va voir précisément le candida albicans. Donc c'est une levure qui est représentée à elle seule à 80% des 83% des problématiques que l'on retrouve chez nous, chez l'homme. Mais il y en a bien d'autres. On ne va pas toutes les citer, mais on a le candida glatabatra qui c'est une levure commensale des voies génito-urinaires, donc plus fréquente, donc dans la flore vaginale précisément, des candidoses vaginales. Et le candida parapsilosis aussi sont des levures surtout mises en évidence sur la peau chez l'homme. Donc là, on parle de candidose au niveau de la peau. Donc on va voir ici les espèces responsables des candémies. Donc on voit ici que le candida albicans représente 49,1%. On a celui que j'ai cité, le parapsilosis, donc les candidoses de la peau, et le glatabatra brata, ici pour les candidoses vaginales. Donc on voit ici des espèces qui sont, ces trois espèces très représentées, les autres on en parle beaucoup moins, mais ici on voit par exemple les contaminations qui sont faites lors d'hospitalisation. Donc ici on voit que dans les soins intensifs, les contaminations sont beaucoup plus importantes. Dans les services d'autres médecines aussi, 30%, en chirurgie aussi pas mal, en hématologie 6%, et dans les autres services, 9,8%. Donc à l'hôpital,
ou en clinique, c'est des choses qu'on peut aussi développer. Alors ici, je vous ai mis une liste avec les principales espèces de candidats rencontrés en pathologie humaine. Donc nous, ce soir, on va plutôt se concentrer sur le candidat albicans, voilà, qui va s'attaquer plutôt aux muqueuses digestives et génitales. Donc on va développer. Donc la candidose intestinale, qu'est-ce que c'est? C'est un trouble causé par la présence excessive de champignons pathogènes dans le tube digestif. Ce champignon, le candida albicans, à l'origine, il est non pathogène, hein, il participe à l'équilibre de notre microbiote, on l'a vu, il vit en symbiose avec d'autres levures, d'autres champignons, d'autres bactéries, des virus. Toutefois, une prolifération anarchique de cette levure devient alors pathologique. C'est ce qu'on appelle la candidose digestive ou alors buccale ou vaginale. Donc le candida albicans, c'est un champignon microscopique présent sur tous nos tissus, je le rappelle, parce qu'il ne faut pas dire que c'est un ennemi, hein, ce n'est pas un ennemi à la base. Il est présent sur la peau, les muqueuses, toutes nos muqueuses au niveau de l'intestin. Ça profite, c'est-à-dire qu'il va se nourrir de matière organique, donc surtout quand il est au niveau du système digestif. Donc sans nuire à l'hôte humain, et il vit en symbiose avec des milliards d'autres germes, bactéries, champignons, virus, et qui constituent notre microbiote intestinal. Donc ce n'est pas quelque chose à complètement éradiquer, complètement à éliminer. Donc il arrive toutefois que certaines conditions vont favoriser une multiplication de ce candida et qui va alors révéler un potentiel pathogène. C'est ce qu'on va voir. Et surtout, on va voir sous quelles conditions ce champignon il peut devenir pathogène. Donc on va retrouver le candida principalement sous deux formes, et ça c'est très important ce soir. En fait, c'est la chose à voir et vraiment à déterminer. C'est les deux formes qu'on va retrouver parce que c'est pas la même approche en fait. Donc la forme levure, on a, et la forme moisissure ou mycélienne. Et c'est dans cette forme-là, la forme mycélienne, qu'elle est la plus virulente et la plus difficile à traiter aussi, parce que ça veut dire qu'elle est installée depuis un bon moment. Et c'est sous cette forme-là, sous cette forme mycélienne, qu'il va y avoir une accélération et une prolifération de cette infection fongique de manière assez rapide. Donc son dimorphisme, donc c'est sa capacité à changer de forme, on l'a vu dans la maladie de Lyme, lui permet, comme nous l'avons vu, dans la borréliose de Lyme, d'échapper à notre système immunitaire. Donc le candida albicans, comme la borréliose, a la capacité de produire un biofilm, et c'est grâce à ce dimorphisme que le candida albicans va se soustraire au mécanisme de notre système immunitaire, de notre défense. Alors, donc les facteurs de prédisposition à la candidose, donc c'est évidemment que plus on vieillit, plus on est sensible à cette infection. Donc les vieillards sont assez sensibles à ces infections-là. Il y a certaines thérapies comme les antibiotiques, les corticothérapies, les immunosuppresseurs, la prise d'IPP aussi, inhibiteurs de pompe à protons, et certains états pathologiques aussi qui sont aussi des prédispositions à cette infection, comme le diabète par exemple, la maladie de Hodgkin, le sida, plus évidemment que c'est une maladie où le système immunitaire ne fonctionne pas correctement, donc le champignon, le candidose peut proliférer. Les leucémies, les hypochloridries, ça aussi très important. L'hypothyroïdie, maladie de Lyme aussi, on a vu que dans la dernière formation sur Lyme, il y avait très souvent une infection fongique du candida albicans chez les patients atteints de la maladie de Lyme. Et des états physiologiques particuliers, c'est au moment de la grossesse aussi. Alors d'autres facteurs tels que l'immunité, la macération aussi, l'acidité et la radiothérapie sont également des facteurs favorisants, on va les détailler un petit peu plus loin. Les principaux facteurs endogènes prédisposant à l'infection par le candida sont essentiellement des neutropénies. Donc neutropénie, c'est une diminution des neutrophiles, globules blancs. Le dysfonctionnement du système immunitaire, les thérapies aux corticostéroïdes aussi, les transplantations de moelle, les dysfonctionnements métaboliques ou encore la malnutrition, l'excès de sucre par exemple. Ici, je vous ai fait un petit schéma donc, qui résume un petit peu
les facteurs prédisposant à une candidose, ben, on a vu dysmunité, stress, diabète, acidose, sucre raffiné, la contraception, les contraceptifs, les antibiothérapies. Donc tout ça, ça amène à des déséquilibres du microbiote digestif, donc à une dysbiose. Et puis de cette dysbiose va se proliférer le candida albicans sous forme de levure déjà. Donc ça va libérer pas mal de mycotoxines qui vont être aussi peut-être la cause d'une hyperperméabilité. Donc tout ça, ben, toutes ces choses-là, et la dysbiose vont favoriser la candidose chronique. Donc à chaque fois qu'il y a une candidose, il y a évidemment une dysbiose intestinale, digestive, et selon l'atteinte et la durée de cette infection, ben, il y a sans doute aussi une hyperperméabilité intestinale. Donc, comment diagnostiquer une candidose? Vous avez le CandiTest, donc c'est un questionnaire, et il y a un test salivaire aussi qui est très intéressant. On va voir tout ça. Le CandiTest, je vous l'ai joint au dossier, donc vous allez avoir ce PDF plus le questionnaire en PDF aussi avec la formation. Donc comme ça, vous verrez. Après, vous pouvez aller sur le site aussi pour voir. C'est la même chose. Hein, moi, je l'ai travaillé la candidose avec le docteur Vincent Renaud. Donc c'est lui qui a créé ce petit site. Les infections à levure chroniques donc et récurrentes, donc ça c'est les problèmes infectieux, candidose au niveau de la peau, candidose vaginale, donc les personnes qui ont des candidoses à répétition au niveau de la peau et vaginale sont très 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 susceptibles aussi de déclencher des candidoses digestives. Donc les différents symptômes, on va voir sur plusieurs pages, je vous ai détaillé, mais aussi on a des symptômes très particuliers, des troubles neurologiques, des problèmes digestifs, des problèmes respiratoires, des allergies, dysfonctionnements immunitaires, les douleurs, les troubles métaboliques qui vont accompagner cette infection fongique. Donc on va pouvoir, en questionnant la personne, en établissant des questionnaires précis, voir au niveau des troubles neurologiques, des problèmes digestifs, des allergies, des dysfonctions immunitaires, des douleurs, des troubles métaboliques et établir un bilan assez précis. Alors voilà le questionnaire, donc ça c'est une partie du questionnaire, je n'ai pas tout mis, mais déjà ce petit questionnaire il peut être intéressant parce que moi le questionnaire je le donne après la consultation, je le fais remplir parce qu'il est assez long le questionnaire, le vrai questionnaire. Là ça permet d'aller un peu plus vite et de voir et d'avoir une idée approximative s'il y a possibilité d'infection ou pas. Donc déjà ce petit questionnaire il va nous renseigner de façon assez précise. Alors, donc le diagnostic, il est basé sur un questionnaire, ça je vous l'ai dit, le CandiTest, donc ça c'est le docteur Vincent Renaud qui a édité ce test-là, qui est disponible gratuitement sur le site, hein, je vous ai donné le lien là. Donc il s'agit d'un outil d'orientation qui va vous permettre d'évaluer le degré d'infection. Donc ce diagnostic n'est pas très difficile, hein. Ça moi je contredis beaucoup chaque fois les textes officiels, parce qu'à chaque fois, c'est un diagnostic très difficile par rapport aux nombreux symptômes et machin et bidule. Moi, je trouve pas que c'est très difficile. Même au contraire, je trouve que c'est assez facile de le diagnostiquer. Surtout que là, on a un test qui est très parlant. Je vous ai mis la photo, donc c'est pas très ragoûtant, mais c'est un test qui marche très très bien. Le test du verre d'eau, et de là, moi, rien qu'avec le test du verre d'eau, j'arrive à déterminer le degré de l'infection chez la personne. Donc voilà, on a le CandiTest, donc ce fameux questionnaire, et le test de la salive. Donc le test de la salive, c'est très simple, au saut du lit, avant même de se laver les dents ou de boire un verre d'eau. Le test consiste à déposer un peu de salive à la surface d'un verre. Donc on crache sa salive dans un verre d'eau. Le verre doit être en verre est bien propre, l'eau est de préférence à température ambiante. La salive doit être produite au niveau de la bouche, sous la langue. Donc, il ne faut pas essayer de se racler la gorge ou quoi que ce soit, c'est vraiment la salive qu'on a dans la bouche. Et au bout de quelques minutes, au bout de 30 minutes, si la salive reste bien à la surface, ça veut dire qu'il n'y a pas d'infection au niveau du candida albicans, au niveau digestif. Par contre, si la salive descend en faisant des filaments blancs, il y a un risque d'infection par la candidose, comme on voit ici. Et ça, c'est classique de chez classique. Donc, faites déjà ce test-là,
Et ce test-là, faites faire à vos patients ce test-là, et ça, c'est classique. Donc ici, sur ce verre d'eau, oui, effectivement, c'est une personne qui a une infection fongique digestive du Candida albicans. Ça, c'est classique. Donc le canditest plus le test du verre d'eau, ça va vous permettre de diagnostiquer une candidose. Donc on a d'autres examens aussi, des examens qui vont étudier nos selles par culture, mais c'est pas très efficace en fait. Donc c'est pas très, moi je recommande pas ce test-là, mais par contre on a un autre test qui s'appelle le MOU, qui va mesurer les métabolites organiques urinaires, et là c'est beaucoup plus fiable. Donc ce test il va mettre en évidence des éléments comme la rabinose ou la rabinitol ou le tartarate, et de là, selon le taux qu'on va retrouver, on sera en présence d'une infection ou pas. Voilà. Donc après, on a d'autres mesures. Le furan 2 carboxylate, ça évoque aussi une infection fongique, mais pas du même ordre. C'est notre souche. Donc ici, voilà, le tartarate, ça évoquera en première intention une candidose chronique ou une prolifération fongique intestinale. Son augmentation peut être à l'origine d'atteintes rénales ou musculaires aussi, fibromyalgie, hypotonie. Donc celui-là, on n'en parle pas parce que c'est autre infection. Et puis on a le D-arabinitol, c'est un sucre aussi, alcool produit par le Candida albicans. Donc ici, on voit le résultat d'un test. Donc on voit les trois marqueurs, la rabinose, la rabinitol et le tartarate, jamais. Donc ici, on voit que la personne, elle est effectivement dans une infection assez élevée quand même. Donc elle se rapproche plus de la zone ici rouge que de la zone normale. Donc il y a une belle infection. Alors, les principales causes par ordre, on va les détailler. Donc, la consommation excessive de sucre raffiné, évidemment, le stress, la prise d'antibiotiques, la pilule contraceptive et la grossesse, le diabète, l'acidose tissulaire aussi, la baisse d'un système immunitaire. Donc, toutes ces choses-là vont pouvoir occasionner des infections fongiques. Alors, ces derniers temps, vu le taux de stress, avec ces épidémies, le confinement et plein de choses, évidemment que les gens sont restés chez eux, se sont ennuyés, ont consommé pas mal de sucre, et puis ont aussi beaucoup stressé. Moi, pendant cette période-là, après les confinements, je me faisais des séries de candidoses à traiter, quoi. Donc l'excès de sucre raffiné, c'est l'ennemi numéro 1, évidemment. Une personne qui consomme pas de sucre raffiné ou très peu de sucre raffiné a très peu de chances en fait d'avoir une candidose. Et une personne qui ne stresse pas non plus. Donc c'est vraiment lié pour moi au niveau, au taux de stress de la personne et la consommation de sucre raffiné. Et généralement, les deux sont liés, c'est-à-dire qu'une personne qui va être sujette à des stress, à de l'anxiété, elle va être poussée à consommer des produits assez sucrés. Donc les deux, ça va donner une occasion. En plus, on sait que le stress, on l'avait vu, ça va baisser l'activité de notre système immunitaire. Donc le candidat, il va en profiter pour proliférer dans ces situations-là. Donc le sucre blanc, c'est une catastrophe, ça on le sait. Donc il n'y a pas que le sucre blanc, tous les aliments raffinés, c'est pas des aliments, pour moi c'est des aliments de survie, c'est-à-dire qu'on devrait consommer des aliments raffinés uniquement si on n'a pas autre chose et de façon assez occasionnelle pour dépanner, mais en aucun cas on devrait consommer des aliments raffinés tous les jours. Les aliments raffinés, c'est pas fait pour nous. Pourquoi ? Parce que ce sont des aliments, ce qu'on appelle à calories vides, qui sont dépourvus de micronutriments, et notre corps en a besoin pour le fonctionnement. Donc, on ne peut pas se nourrir de choses qui sont dépourvues de vitamines, de minéraux. C'est pas possible. Donc, quand on voit certains animateurs, certains médecins de plateau qui parlent de repas équilibrés en comptant que les calories, les protéines et les lipides,
les glucides et les lipides et les protéines, ben, c'est complètement faux, parce que la nutrition, c'est pas que des protéines, des lipides et des glucides, c'est aussi des vitamines, des oligo-éléments, et c'est bien plus que ça. Si on va un peu plus loin, on parle pas de la chlorophylle, on parle pas de l'énergie électromagnétique, on parle pas de pas mal de substances qui sont dans nos aliments aussi et qui sont extrêmement importants pour notre bonne santé. Donc ces aliments-là raffinés, là on parle de sucre blanc, bien évidemment, ils n'apportent rien de bon. Et ce sont des produits avec des effets, qui ont des effets délétères sur notre organisme. On a vu aussi l'immunosuppression la dernière fois sur l'autre formation. Donc voilà. Donc il ne faut pas oublier que le candidat albicans, c'est aussi un éboueur. Donc c'est une levure qui se nourrit de matière en décomposition. Donc c'est un élément qui fait du nettoyage. Donc ça sous-entend que si une personne a une candidose digestive, ben moi, chez moi, ce que ça souligne, c'est qu'il y a énormément de déchets. Si le candidat se développe, évidemment, c'est parce qu'il a beaucoup de travail. Donc, s'il a beaucoup de travail, c'est qu'il a beaucoup de déchets. Donc, il faut plutôt le voir comme ça aussi. Donc, c'est un allié plus qu'un ennemi. Bon, bien évidemment qu'après, quand il se développe de façon anarchique, et de façon trop importante, là, ça ne devient plus un allié, mais plutôt un ennemi. Donc, bien se mémoriser que c'est un éboueur et qui se nourrit de déchets. Donc, le sucre raffiné est un des facteurs à égalité avec les pesticides dans la diminution générale de notre résistance aux agressions infectieuses, donc au niveau de notre système immunitaire. Le taux serait de 30% de perte de l'immunité cellulaire pour les gros mangeurs de sucre raffiné. Donc c'est quand même beaucoup. Donc l'intestin communique avec le cerveau, ça on le sait. Le candidat albicans va brouiller les connexions avec notre cerveau et nous envoyer des messages de manger du sucre, même de façon inconsciente. Donc la candidose entraîne une baisse de sérotonine, ça s'est prouvé aussi, de la dopamine et du GABA. Et c'est ce qui fait que ça crée une addiction chez les personnes atteintes de candidose digestive. Donc, elles ont beau se raisonner, ben, c'est le candidat qui va donner un petit peu l'ordre, et le manque de sérotonine, dopamine, de ces neurotransmetteurs, qui va faire que ben, l'addiction au sucre va être très forte. Donc, le stress aussi, deuxième élément, donc ça c'est souvent associé à une grosse influence sur les infections fongiques, mais pas que, hein, comme les candidoses vaginales et les candidoses digestives. Nous savons que le stress chronique va occasionner une augmentation du taux de cortisol. Or, ce taux de cortisol est une hormone hyperglycémiante et offre de ce fait une source d'énergie et un terrain favorable à la prolifération du candida. Donc, c'est pour ça aussi qu'on a l'effet immunodépresseur du cortisol et puis l'effet hyperglycémiant du cortisol. Donc les deux vont favoriser la prolifération du candida albicans. Donc au niveau des défenses immunitaires, plus une hyperglycémie seront des facteurs qui vont favoriser la croissance du candida albicans. Donc c'est les deux choses ajoutées, l'immunosuppression du stress et l'hyperglycémie aussi que ça occasionne. Donc la prise d'antibiotiques, donc ça c'est assez courant aussi. On voit des gens qui prennent des antibiotiques pour rien. La dernière fois, j'avais un collègue qui était fatigué et puis il m'a dit je suis allé voir le médecin et je dis qu'est-ce qu'il t'a donné? Il m'a donné des antibiotiques. Je dis pour la fatigue? Oui, pour la fatigue. Donc tout va bien. Les antibiotiques, ils sont utiles uniquement pour les cas d'infection bactérienne, il faudrait le rappeler souvent. Mais il arrive trop souvent qu'il soit prescrit pour des infections virales, des rhumes, des maux de gorge, des douleurs. Enfin, là, je vous disais tout à l'heure, pour un cas de fatigue, on donne des antibiotiques. Alors, donc, voilà, même ils sont donnés comme ça, sur une ordonnance, dans le doute, au cas où. Donc, c'est une vieille habitude qui perdure et encore et encore. Donc, les conséquences de ces comportements inadaptés, pour ne pas dire irresponsables, ont abouti à la résistance aux antibiotiques dans un certain nombre de maladies, à souligner. Dans l'esprit de beaucoup de personnes, les maladies virales comme le rhume et la grippe se soignent à l'aide d'antibiotiques. Et ça, c'est chez beaucoup de gens. Voilà, ils ne font pas la différence entre antibiotiques, c'est bactérien, et une grippe, c'est viral. Ça n'a rien à voir.
Donc, les bonnes bactéries de notre intestin réalisent de nombreuses tâches. On l'a vu sur la formation sur le leaky gut. Elles maintiennent notre système immunitaire actif pour éliminer les agents pathogènes, comme le candida albicans, forme pathogène. Si ce système immunitaire il n'est pas actif, le candida albicans va pouvoir se multiplier de façon exponentielle, et puis surtout avec la prise inadaptée d'antibiotiques à large spectre. Donc ça, c'est très problématique. La pilule contraceptive et la grossesse. Donc cette pilule, elle va modifier l'équilibre hormonal entre les oestrogènes et la progestérone. Un tel changement pourrait profiter au développement du candida albicans, l'agent principal de la muqueuse vaginale. Donc cela s'explique par les oestrogènes présents dans la pilule qui stimulent la production de glycogène. L'oestrogène stimule l'endomètre afin de fabriquer du glycogène à partir du glucose et permet au glycogène d'être présent dans les sécrétions vaginales. Donc ce glycogène est un glucide, ça vous le savez, homopolymère, et qui sera une source d'énergie pour le candida albicans. Donc voilà l'explication de la pilule contraceptive et l'effet de candidose vaginale. Donc les risques de mycose peuvent aussi être accrus pendant la grossesse à cause de l'évolution du pH vaginal et de l'imprégnation hormonale. Donc pendant la grossesse, les sécrétions vaginales évoluent sous l'effet des oestrogènes et présentent un taux de glycogène élevé. Donc c'est ce taux de glycogène qui va favoriser les infections fongiques de la candidose vaginale. Au niveau du diabète, on sait que les diabétiques de type 1 sont beaucoup plus susceptibles aux infections fongiques que les diabétiques de type 2. Là, je vous ai mis ici un papier, une étude scientifique. Donc les personnes diabétiques dont la glycémie n'est pas bien contrôlée sont plus à risque de développer des infections. Vous l'avez bien compris que dans le cas où nous sommes face à des taux de sucre élevés dans le sang, ces situations sont favorables au développement du candida. Et aussi, le corps se défend moins bien contre les infections, ce qui inclut des infections à levure ou infections à champignons comme la candidose. Donc ici, on voit par exemple les maladies liées à la candida survenant à une incidence plus élevée chez les patients atteints de diabète type 1, type 2, donc les abcès cérébraux, les candidoses orales, les candidoses pulmonaires, au niveau des candidoses vaginales, des abcès aussi au niveau de la peau. Voilà. Alors l'acidose tissulaire, ça c'est important, on en parle beaucoup sur le candida. Donc le candida, il existe sous deux formes distinctes. La forme levure, cette forme levure, elle préfère un pH acide en dessous de 4. Et c'est cette acidose, ce pH acide qui va favoriser son développement sous la forme levure. Et on a l'autre forme, la forme mycélienne. Donc la forme mycélienne qui est plus constituée de filaments et de ce champignon. Donc ces filaments, on va voir un petit peu la différence avec la forme levure. Et elle, cette forme mycélienne, qui est la forme la plus virulente, elle va plutôt se développer sur un pH neutre ou alcalin. Donc voilà, on a deux formes, levure, la forme levure qui va plutôt préférer les pH acides, et la forme mycélienne qui est la plus virulente, mais qui elle va préférer plutôt un terrain neutre ou alcalin. Donc faisons le point sur l'environnement favorable pour la croissance du candida. C'est important parce que pour le traitement, ça donne de bonnes informations. Donc la croissance des nymphes du candida albicans a été observée à des conditions neutres, tandis que la croissance des levures a été augmentée en dessous du pH 5 sur 8 des souches du candida albicans. Qui se développe sous forme de pH 7 et la formation de nymphes a été inhibée dans toutes les souches à pH 4, pH acide. Donc ça, vous verrez aussi sur cette étude, très intéressante. Donc les conditions du développement albicans vont dépendre de son environnement, ça on vient de le voir. Donc la forme levure qui est la moins virulente se développe mieux sur un terrain acide, pH 4 ou moins, tandis que la forme mycélienne préfère un pH neutre, voire légèrement alcalin,
de 7 à plus. Donc c'est très important cette information parce que beaucoup de gens soignent des candidoses et ils disent que la candidose, c'est l'expression d'un terrain acide, d'une acidose tissulaire importante. Ce qui n'est pas faux, mais ce qui n'est pas très juste aussi, parce que tout dépend de la forme du candidat. S'il est sous forme levure, oui, c'est juste, mais s'il est sous forme d'inf mycélienne, de lymphe, de là, ça ne va plus correspondre, et là, on est sur un terrain alcalin. Donc, en conclusion, il vaut mieux, s'il y a une acidose tissulaire localisée au niveau du côlon, ne pas intervenir sur la correction de cette acidose tissulaire avec des poudres alcalines, le temps de traiter la candidose, pour éviter la mutation de la forme levure en forme mycélienne. Donc ça, c'est très, très, très important. Moi, j'ai vu des gens qui traitaient et qui donnaient des poudres sous forme de citrate avec le traitement d'une candidose. Il ne faut pas le faire parce que vous allez prendre le risque de faire accroître la candidose. Donc, si vous avez une thérapie qui est béton armé, que la personne va couper le sucre, on s'entend les sucres raffinés, de là, pour moi, avec mon expérience, il y a peu de chances que ça passe sous forme mycélienne, mais on ne sait jamais. Voilà. Donc, par contre, ça n'empêche pas de conseiller un régime alimentaire qui respecte un bon équilibre acido-basique. Donc, on ne va pas forcément corriger le terrain au niveau, s'il y a une acidose importante au niveau du côlon, mais on va quand même conseiller une alimentation qui respecte un bon équilibre acido-basique. Pour rappel, le bon équilibre acido-basique voudrait qu'on ait 70% d'aliments alcalins pour 30% d'aliments acidifiants. Voilà le bon ratio de l'équilibre acido-basique au niveau de l'alimentation. Donc la baisse du système immunitaire, tout organisme fragilisé par des infections chroniques et des agressions multiples subira une baisse du système immunitaire, on l'a vu lors de la borréliose de Lyme, et laissera le champ libre à la propagation du candida albicans. Donc, les causes de la dysimmunité, on l'a vu, c'était l'alimentation déséquilibrée, notamment beaucoup de sucre, les infections, les maladies infectieuses chroniques, l'inflammation chronique aussi, et ça, l'inflammation chronique, elle peut être très sournoise, elle peut être indolore, insensible, comme par exemple au niveau du système digestif, ce qu'on appelle les inflammations de bas grade. Mais une personne qui fume aussi va faire vivre une inflammation chronique permanente au niveau des poumons. Certains médicaments, le stress chronique, on l'a vu, le manque de sommeil aussi, les dysbioses digestives, déséquilibre du microbiote intestinal, sachant que c'est une grosse partie de notre système immunitaire. Et puis les maladies auto-immunes aussi, les allergies, les cancers, etc. Alors les infections fongiques fréquentes, donc ça, on parle d'infections fongiques de la peau, on parle d'infections de candidose vaginale aussi à répétition. Donc les personnes qui sont sujettes à ces infections fongiques de façon fréquente, là il faut aller voir aussi au niveau du système digestif, voir s'il n'y aurait pas un déséquilibre du microbiote digestif. Donc les différents symptômes, là tout à l'heure, je les ai passés un petit peu vite fait, mais là on y revient sur les différents symptômes. Donc les différents symptômes qu'on va retrouver chez une personne atteinte d'une candidose digestive, bien sûr que ça dépend aussi du temps de l'infection. Une candidose qui vient de naître, on n'aura pas les mêmes symptômes, les mêmes troubles qu'une personne qui traîne une candidose depuis des années. Donc, va falloir. Donc, une personne qui a une candidose, qui traîne une candidose depuis des années, c'est beaucoup plus facile à diagnostiquer parce qu'on va retrouver l'entièreté de tous ces symptômes-là. Donc, les troubles neurologiques, le candida albicans, il produit des toxines qu'il va libérer dans la circulation sanguine. Ces toxines vont passer par le foie, qui peut être déjà en surcharge et de ce fait occasionner des réactions d'Alzheimer. Ça, on l'a déjà vu. On le reverra un peu plus tard, ce phénomène. Donc, le candida albicans, lui, il produit de l'acétaldéhyde. L'acétaldéhyde, c'est aussi appelé éthanal. Donc, c'est le résidu de la dégradation de l'alcool et c'est un neurotoxique.
Donc cet aldéhyde est un produit de dégradation de l'alcool, hein, qu'on connaît. Donc notre foie, par l'action de la conjugaison du glutathion et de la sulfatation, ça on a vu lors de la détox, et ça se passe dans la phase 2, va transformer cet acétaldéhyde en acide acétique et pour être ensuite être éliminé dans la bile et dans les selles. Donc une personne qui a un foie qui fonctionne très mal, une mauvaise synthèse d'acide biliaire, elle va très mal éliminer aussi ses métabolites. Donc c'est ce qui explique aussi le ressenti de ces symptômes, comme si vous avez déjà diagnostiqué des personnes qui auront des candidoses assez sévères, elles vont vous parler de gueule de bois, de langue pâteuse, de maux de tête, de nausées, de brouillard cérébral surtout, de vertiges, de troubles de la mémoire, de la concentration, de crises de panique aussi, d'anxiété, d'insomnie, de fatigue mentale et physique. Et ça, elles ne comprennent pas pourquoi elles arrivent à avoir ces symptômes-là. Donc là, c'est à cause de ces neurotoxiques. Donc les problèmes digestifs qu'on peut rencontrer aussi. Donc la forme mycélienne, elle a la capacité de pénétrer la muqueuse intestinale, hein, ça fait des microfilaments. Et cette muqueuse intestinale devient alors plus perméable qu'à la normale. Et donc, dans ce cas-là, ça va occasionner une hyperperméabilité intestinale et ça va augmenter le risque aussi d'intolérance alimentaire, mais aussi de maladies auto-immunes. Moi, j'ai eu une patiente qui avait une candidose déjà bien installée. Elle avait une langue comme jamais vu ça de ma vie, mais ultra blanche et de partout, au-dessus, dessous, sur les côtés. C'était impressionnant. Et elle venait me voir pour l'année d'avant, elle avait eu une maladie auto-immune. Alors je ne me rappelle plus ce que c'était. Puis la deuxième maladie auto-immune, et là, elle était venue me voir, c'était thyroïde Hashimoto. Donc hypothyroïdie. Donc en fait, et personne n'avait vu sa candidose. Mais alors qu'elle était sacrément costaud, hein, pour la rater, il fallait vraiment faire fort, hein, il fallait faire exprès. Donc voilà, donc évidemment que ça peut amener cette hyperperméabilité intestinale à des problèmes beaucoup plus importants comme des maladies auto-immunes. Donc ça, c'est aussi un facteur à prendre en compte. Donc on voit ici sur le document que la sécrétion de ces mycotoxines, il y a pas moins de 35 mycotoxines différentes, donc ça fait beaucoup. Donc ici, j'en ai cité que quelques-unes, donc la gliotoxine, des protéases, et notamment les SAP, donc secrétées d'aspartyl-protéases, donc qui sont responsables de cette hyperperméabilité. Donc aussi, on voit que la candidose digestive compromet la synthèse de sérotonine au niveau intestinal et atténuant également la présence de ce neurotransmetteur au niveau du cerveau, donc ce qui présume un lien direct entre la dépression et la candidose. Donc les symptômes fréquents qu'on va retrouver au niveau du système digestif des personnes atteintes par une candidose digestive, c'est des ballonnements en fin de repas, des reflux acides, des crampes d'estomac, la constipation, la diarrhée, beaucoup de gaz, donc ils peuvent être odorants ou non odorants, et des prurites anales, donc des démangeaisons anales aussi. On peut avoir des démangeaisons sous les narines, la bouche. Au niveau des problèmes respiratoires, donc en dehors des candidoses pulmonaires, parce que ça c'est assez précis, c'est pas la même chose qu'une candidose digestive. On peut avoir une infection pulmonaire par le candida et d'autres aussi, d'autres souches de candida et d'autres souches de champignons. Là, on parle de la candidose digestive. Donc, en dehors des candidoses pulmonaires, il se peut qu'une infection du candida albicans sous forme la plus sévère déclenche des symptômes pulmonaires. Donc, on n'a pas vraiment on ne sait pas trop au niveau physiopathologique comment ça se passe, mais on a constaté qu'effectivement, les personnes qui étaient atteintes de façon importante par une candidose digestive avaient aussi des répercussions, des symptômes au niveau de la sphère respiratoire. Donc, maux de gorge pas mal, de la toux, sinusite, conjonctivite, des rhinites, de l'asthme aussi. Donc, voilà, au niveau respiratoire, ce qu'on peut retrouver. Donc, on a vu que sous la forme la plus sévère, donc c'est la forme mycélienne, hein,
pouvait augmenter la perméabilité du tube digestif et de fait laisser passer des grosses molécules dans la circulation sanguine qui, à leur tour, vont permettre à notre système, vont mettre notre système immunitaire en tension. Donc ce mécanisme va déclencher de l'hypersensibilité digestive et augmenter ou déclencher des allergies et maladies respiratoires comme l'asthme allergique. Donc ça, c'est typique voilà, déjà d'une belle candidose avec une hyperperméabilité intestinale. Donc de là, on va retrouver des symptômes bien précis, comme la sensibilité à certains aliments, sensibilité aux produits chimiques et cosmétiques, des allergies, pourquoi pas au latex et à certains métaux, des allergies de contact, et puis de l'asthme allergique aussi. Donc très important. Donc les allergies alimentaires, c'est assez difficile à détecter, mais généralement, moi maintenant, j'arrive très facilement à les détecter. C'est une allergie alimentaire, elle peut déjà, par exemple, un symptôme qui va passer inaperçu, c'est l'affaiblissement de la vitalité. Une personne qui consomme, c'est facile, vous arrêtez de consommer un certain type d'aliments, par exemple des produits laitiers, vous voyez ce que ça donne, vous vous sentez beaucoup plus en forme, vous réintégrez ces produits laitiers, vous allez voir que avant d'avoir d'autres symptômes comme des diarrhées ou des choses comme ça, vous allez avoir un manque d'énergie flagrant. Et ça, ça peut être un témoin aussi d'une sensibilité à certains aliments. Donc, il y a des petits tests comme ça. Vérifier ses sels aussi. Par exemple, vous avez supprimé le gluten ou certains produits comme les produits laitiers. Regardez la modification au niveau des sels. Et puis, si vous voyez qu'en réintégrant, par exemple, vous avez des sels qui ne sont pas super en général ou très changeantes, et puis de là, vous supprimez les produits laitiers, vous supprimez les produits à gluten, et vous constatez que vos sels redeviennent normales, moulés. Voilà. Donc vous réintégrez le gluten en premier ou les produits laitiers comme vous voulez. Vous regardez, vous faites attention à vos sels. S'il n'y a pas de changement, vous intégrez le deuxième produit. S'il n'y a pas de changement, c'est que ce n'est pas ces produits qui sont problématiques. Mais voilà, pour détecter un aliment qui est allergène, un aliment qui pose problème, ces tests-là, ils sont extrêmement parlants et je trouve que c'est peut-être même plus fiable que des tests qu'on va faire, comme on avait vu sur les allergies. La dysimmunité, donc c'est l'organisme qui est fragilisé par des infections chroniques. Il va subir une baisse de sa fonctionnalité, de son système immunitaire et laissera le champ libre, évidemment, à la propagation du Candida albicans. Donc notre foie, il est directement impliqué dans le processus de défense de notre immunité par 3 types de cellules qui vont assister ce processus, donc les cellules de Kupfer, les cellules stellaires et puis les natural killers. Donc un foie qui est déjà surchargé et en plus, si par une candidose, il va y avoir une surcharge supplémentaire par la libération de produits toxiques conséquents au développement du Candida albicans, comme on l'a détaillé un peu plus haut, les acétaldéhydes, les ammoniacs, l'éthanol, ça va fortement perturber notre système immunitaire par la surcharge de ces sous-produits toxiques au niveau du foie. Donc déjà que nos foies ne sont pas en super forme, si en plus on apporte ces toxines-là, évidemment que notre immunité, elle va encore prendre un coup et elle va favoriser le développement de cette candidose digestive. Donc les douleurs sont souvent non spécifiques, elles sont liées à la production de ces fameuses mycotoxines produites par le candida. Nous avons vu que la production d'acétaldéhyde est responsable de troubles neurologiques comme les maux de tête. Donc l'accumulation de ces mycotoxines par le Candida albicans dans sa forme mycélienne dans les tissus conjonctifs de l'organisme peuvent de ce fait causer des douleurs articulaires et musculaires. Donc j'ai mis la photo d'un joueur de foot parce que simulant la douleur, on ne peut pas trouver mieux. Donc c'est assez rigolo. Les symptômes qu'on va retrouver dans une infection fongique, donc les tendinites, beaucoup, douleurs musculaires inexpliquées qui viennent et qui partent et qui changent d'endroit, des crampes, des maux de tête, une hypersensibilité à la lumière aussi. Alors au niveau des troubles métaboliques, généralement les personnes qui surconsomment du sucre sont souvent
en train de jouer au yo-yo entre l'hyperglycémie et l'hypoglycémie. En plus, si on ajoute le stress physiologique, donc ça, on va être tout le temps dans des hyperglycémies à cause du cortisol. Et donc, ça va entraîner une prise de poids principalement localisée au niveau du bas-ventre. Donc ça, c'est typique, l'effet cortisol, la prise de poids localisée au niveau du bas-ventre. On parle de léger embonpoint et ça va entraîner des troubles métaboliques. Donc, on aura une augmentation du périmètre ombilical sans altération de l'IMC pour le moment. Donc, on arrive à la prise en charge de la candidose. Donc, il y a vraiment un plan très précis à établir. Donc, en premier, on va éviter évidemment les facteurs qui vont favoriser la prolifération du candida albicans. Donc, pour ça, on va adopter un régime alimentaire anti-candidose qui va exclure les sucres raffinés, les aliments qui contiennent des levures aussi. Et puis, on va éviter à ce moment-là, évidemment, la prise d'antibiotiques. Et puis aussi, on va éviter toutes les sources de stress qui pourraient jouer en notre défaveur. Donc, la deuxième chose aussi, c'est la détoxification de l'organisme. Donc, de là, on parle de soutenir les organes éliminateurs dans leur processus de détox. On parle du foie, des reins, de la peau, des intestins aussi. En 3, on va renforcer notre système immunitaire et traiter l'infection avec des antifongiques naturels. Et puis en 4, s'il y a besoin, traiter la perméabilité intestinale et refaire sa flore intestinale. Donc là, c'est toujours l'hyperperméabilité, c'est pas systématique. On va retrouver une hyperperméabilité dans une candidose digestive, surtout si elle est au premier stade, pas sous forme mycélienne. Mais il y a toujours une dysbiose, un déséquilibre du microbiote intestinal. Et de là, il va falloir remédier à ça aussi. Donc ça peut être une action qui sera future. On n'est pas obligé de travailler tout de suite. Aujourd'hui, l'importance, c'est vraiment éviter la prolifération, permettre au foie d'éliminer les toxines de la lyse aussi qu'il va y avoir lors de la destruction du candida albicans, et puis renforcer notre système immunitaire avec des antifongiques pour traiter cette infection fongique. Alors ici, je vous ai mis une partie du régime alimentaire. Donc, éviter les produits sucrés, les aliments industriels. Bon, ça, c'est pas qu'en cas de candidose, hein, c'est un conseil que je donne généralement à tout le monde pour se porter beaucoup mieux. Les produits transformés contiennent la plupart des additifs alimentaires qui vont déstabiliser, voire détruire notre flore microbienne intestinale. Donc, on va éliminer tous les plats industriels, les plats tout prêts, les sauces industrielles, surtout qu'elles conservent. Maintenant, elles vont avoir beaucoup de sucre, donc ils vont utiliser du sucre partout. Toutes les conserves et autres produits industriels, en général, l'alimentation industrielle, ça devrait être une alimentation de dépannage, de survie, et en aucun cas une alimentation du quotidien. Donc, éviter les aliments qui contiennent des levures aussi, comme le pain au levain, les fromages, mais aussi, par exemple, des choses assez saines normalement, comme les légumes lactofermentés. Tout ce qui est lactofermentation, on va éviter à ce moment-là, les boissons lactofermentées, toutes ces choses-là. On va bien choisir ces féculents et on va remplacer toutes ces céréales raffinées qui contiennent du gluten et qui peuvent être problématiques déjà si on a une hyperperméabilité intestinale, donc ça va accentuer l'hyperperméabilité. Donc on va se diriger vers des aliments qui sont plus sains et puis aussi qui ont un index glycémique qui est moins élevé, dire modéré ou bas, parce qu'on sait aujourd'hui que les aliments qui ont des index glycémiques assez élevés, c'est les pommes de terre, selon comment on les prépare, et tout ce qui est à base de farine blanche, ça contient des index glycémiques très élevés. Donc on va éviter ces aliments-là, et on va se séparer petit à petit du blé, de l'orge, du seigle, du riz blanc, du pain blanc. Voilà, on ira plutôt sur du riz complet ou semi-complet, sur des céréales qui ne contiennent pas de gluten et qui ont un index glycémique modéré, comme le sarrasin, le quinoa ou le millet. Le millet a un index glycémique un peu plus élevé, mais c'est quand même mieux que du blé. Donc le gluten, on le sait, on l'a vu sur la formation de l'hyperperméabilité intestinale, va déclencher une production de zonuline, et cette zonuline va
détruire les tight junctions, donc les jonctions serrées, et de là, ça va occasionner une hyperperméabilité, et puis aussi une activité pro-inflammatoire au niveau du système sanguin. Donc ça, c'est pas terrible non plus. Donc voilà, on va remplacer aussi les viandes industrielles par de la viande biologique, pour ceux qui en consomment, évidemment, parce qu'on va retrouver énormément d'additifs dans les viandes industrielles. On va éviter évidemment les produits laitiers, on va se méfier aussi des excitants comme le café, l'alcool, le thé, et on va aller sur des fruits et des légumes à faible teneur en glucides, comme les légumes verts à feuilles, comme les salades, les épinards, le chou, les brocolis, le chou-fleur, le concombre, l'avocat, l'ail, le citron, voilà les petits, au niveau des fruits, pommes, myrtilles, pêche, cerises, framboises, pastèques, bananes, tout ça c'est voilà, des aliments qui sont plutôt conseillés. Donc on n'est pas sur une diète hyper drastique où on mange plus rien, il y a quand même une belle liste d'aliments. Voilà. Personnellement, moi, c'est ce que je me nourris comme ça, donc j'ai pas d'aliments industriels ou exceptionnellement. Et puis voilà, après je tape dans la liste des sarrasins, du riz complet, du quinoa, du millet, avec le pois chiche, quelques haricots. Voilà, je tourne autour de tout ça, et puis de pas mal de légumes. Donc c'est toujours quand je parle d'alimentation, c'est toujours, ça a l'air toujours d'être des diètes, mais c'est pas des diètes, en fait, c'est une alimentation qui devrait être normale. Et si déjà on a ce type d'alimentation, on a très peu de chances de favoriser une candidose digestive. Alors vraiment très peu. Alors évidemment qu'on va soutenir nos émonctoires, donc il sera important toujours lors de lyses de bactéries ou de champignons comme ça, de soutenir de répartir la sortie des toxines, hein, des déchets, donc sur tous les émonctoires. Mais on va accentuer là, dans ce cas-là, le travail au niveau du foie, parce qu'on a vu qu'il avait une incidence très importante au niveau de notre système immunitaire. Donc on va aider par cette voie-là, de soutien à l'élimination par le foie, on va booster notre système immunitaire aussi. Donc on l'a vu que la prise souvent de N-acétylcystéine ou voire de glutathion, de vitamine C, de tous ces éléments, le magnésium, un groupe de vitamine B, c'est aujourd'hui incontournable pour énormément de gens. Les gens qui ont des inflammations chroniques, les gens qui ont des infections chroniques, ils peuvent prendre directement du glutathion, la vitamine C. C'est pas qu'une plante qui va les aider à renforcer le travail du foie. Voilà, c'est pas que ça. Donc il faut ramener pas mal d'éléments. On trouve maintenant chez certains laboratoires des complexes détox assez complets. Ça évite d'acheter en détail chaque élément et de se ruiner. Voilà, mais c'est pour beaucoup de gens, c'est incontournable. Donc je l'explique souvent parce que nos réserves de glutathion sont hyper sollicitées en forte baisse, beaucoup trop de stress, on est tous soumis à énormément de pollution au niveau de l'air, donc ça consomme nos réserves de glutathion, ça consomme notre glutathion, donc pour tout le monde, on a se supplémenter en glutathion. Pour moi, c'est pas aujourd'hui une option, on devrait le faire assez souvent dans certains cas. Voilà, moi c'est ce que j'ai fait à un moment donné quand je suis sorti de ma pneumonie. J'ai boosté un petit peu mon foie. Je voyais qu'il était complètement affaibli. J'avais la nausée, j'étais pas bien, j'avais plus faim, j'avais plus de mauvais sommeil, enfin plein de signes qui montraient que mon foie avait un petit peu ramassé. J'ai fait une bonne cure de glutathion, et de là, avec quelques plantes aussi drainantes, et de là, ça m'a permis de me retaper. Donc et puis les gens qui sont touchés par les maladies inflammatoires, ça c'est incontournable aussi, il n'y a plus de glutathion. Donc on l'a découvert là avec la fameuse petite bestiole dont il ne faut pas dire le nom. Les gens, les chercheurs, les scientifiques ont découvert que ceux qui avaient une baisse de glutathion avaient des risques, c'était une comorbidité, évidemment. Donc voilà, donc on a une alimentation qui est de plus en plus pauvre aussi, hein, donc ça il faut aussi bien en tenir compte.
Donc, des fois, se supplémenter en vitamines du groupe B, en vitamine C, ben, c'est pas non plus une option. Voilà, pour les gens qui mangent très peu de fruits, de légumes, ben, c'est incontournable. Et plus des plantes drainantes, foie et reins, et on a vu dans la formation sur la détox que les plantes qui étaient spécifiques au foie, elles étaient aussi diurétiques, elles favorisaient la miction au niveau des reins. Donc la prise de ces éléments nous apportera une sécurité et un bon déroulement des phases 1 et 2 et une détox réussie. Donc c'est ce que je vous mets, voir la formation sur la détox. Donc on n'utilisera pas de compléments alimentaires par contre comme des poudres alcalines en cas d'acidose tissulaire. Ça on l'a vu au-dessus parce que sinon on risque de favoriser la forme mycélienne qui elle va s'étendre, se développer sous, elle préfère un terrain plutôt alcalin comparé à la forme de levure. Donc ça, c'est très important de se rappeler de ça. Et d'arriver aussi dans le diagnostic à déterminer sous quelle forme l'infection elle est. Donc si elle est vraiment dépassé la forme levure, ben là, il faudra faire très attention de ne pas apporter des choses de poudre alcaline. Mais on pourra conseiller quand même une alimentation qui respecte un bon équilibre acido-basique. Donc au niveau du système immunitaire, pour le renforcer, évidemment, on a vu qu'on avait des vitamines et des minéraux qui étaient essentiels pour une bonne immunité. Donc la vitamine A, la vitamine C, la vitamine D. Donc elles sont toutes impliquées au niveau du fonctionnement du système immunitaire par le fonctionnement des lymphocytes B comme les lymphocytes T. Le magnésium aussi, qui est un élément non négligeable dans l'immunité, puis aussi contre la fatigue. Donc, cette infection, on va retrouver beaucoup de fatigue chronique. Et puis, ce magnésium, il intervient aussi dans la synthèse des neurotransmetteurs. Donc, très important parce qu'on a vu que ça inhibait la synthèse de sérotonine et de dopamine et voire de GABA. Donc, le magnésium, c'est aussi une pièce incontournable dans le traitement de la candidose parce que on va favoriser la synthèse de ces neurotransmetteurs, notamment la sérotonine, pour éviter d'avoir des fringales incontrôlées de sucre. Voilà, et puis le zinc qu'on connaît très bien, on en a parlé beaucoup ces derniers temps, qui va accroître l'activation des lymphocytes B, voilà, et qui vont participer au bon fonctionnement de notre système immunitaire. Donc on a la vitamine A, la vitamine C, la vitamine D. La vitamine D, pour énormément de gens, il faut une supplémentation. Le magnésium pour beaucoup aussi. Moi, je préfère maintenant les formules liposomales quand je traite des choses, des pathologies. Je vais plus volontiers sur des formes liposomales parce qu'on est sûr de ne pas arriver à des saturations des récepteurs. Donc de là, pour moi, les formules liposomales, c'est beaucoup plus adapté que les autres formules. Les autres formules, on peut les réserver pour des petites carences comme ça, passagères, ou alors des doutes, ou alors voilà, un petit coup de fatigue. Mais quand on fait de la pharmacologie, voilà, quand on traite des pathologies, moi je vais volontiers sur des formules liposomales. Puisqu'on a ça aujourd'hui, autant les utiliser, ça aide beaucoup plus que les autres formules. Donc on a aussi la phytothérapie, donc la nutraceutique. La nutraceutique, c'est les éléments qu'on va retrouver dans certains aliments comme l'ail, le thé vert, la propolis, la curcumine, la racine de réglisse, la cannelle, le resveratrol, le gingembre, la berbérine, voilà, qui sont aussi très utiles, tous ces éléments-là, pour traiter la candidose chronique digestive. Donc, voilà, les plantes médicinales, plus certains aliments qui vont nous apporter aussi de bons bénéfices. Donc ici, je vous ai mis un article aussi, sur PubMed. Alors, ici, je vous ai mis un document qui est exceptionnel. Donc, vous pouvez le télécharger. Et c'est une professeure de pharmacie, un docteur en pharmacie, qui a fait tout un travail de recherche sur l'utilisation de la propolis sur les bactéries, les virus et les mycoses. Et c'est un sacré beau document parce qu'on voit que finalement, cette propolis, elle est championne du monde. Elle va passer devant tous les antibiotiques qu'on a pu créer aujourd'hui. Elle va passer devant toutes les plantes et tous les autres bioactifs qui sont
antifongique, antibactérien, antiviral et toutes ces choses-là. Et en plus, vous allez voir qu'elle a fait un travail extraordinaire parce qu'elle a développé le sujet sur le fait que ça soit anti-inflammatoire et elle développe vraiment sur comment ça se passe au niveau physiologique, au niveau cellulaire. Donc c'est un sacré beau travail et c'est un sacré document et avec ça, je pense que vous allez être plus sûr dans l'utilisation de la propolis parce que c'est vraiment quelque chose d'incontournable, on en parle tout le temps et si vous voyez que dans mes formations, elle revient assez fréquemment, ben, c'est pas pour rien, c'est parce qu'à chaque fois, je trouve des études scientifiques qui disent que c'est un produit extraordinaire et que finalement, elle va doubler sans problème tout ce qu'on a pu essayer jusqu'auparavant. Et pour moi, c'est quelque chose déjà d'extrêmement important. Et c'est très peu utilisé. Tout à l'heure, je discutais avec une personne qui a une association et qui protège les chats de rue, qui les soigne et tout ça. Et on voit qu'ils n'utilisent pas l'eau de mer, jamais, et ils n'utilisent pas la propolis. Alors que ça serait tellement simple, ces chats de rue, pour éviter des infections de tout style, de leur faire de temps en temps, une fois par mois, dans leur eau de boisson, leur glisser un peu de propolis liquide. Enfin, ça serait tellement plus simple. Mais personne ne connaît. Et puis, des fois, j'ai beau dire les choses, mais j'ai l'impression qu'ils n'écoutent pas parce que ça a l'air trop simple, en fait. Alors, ça peut ne pas marcher, mais il y a des molécules biochimiques qui sont extrêmement intéressantes dans la propolis. Donc, la propolis, l'expression et l'effet de la propolis à la rencontre du candida albicans s'explique non seulement par ses activités fongitastiques, donc ça veut dire qu'elle stoppe la croissance de tout champignon, mais aussi par la répression de ces facteurs de virulence de ce pathogène. Donc la propolis, comme par exemple le dimorphisme. Donc la propolis, elle inhibe le dimorphisme du candida albicans et permet à notre système immunitaire de l'attaquer. Donc ce dimorphisme, on l'a vu, permet aux champignons de passer de l'état de levure à celui de nymphe. Donc là, on l'a vu de la forme la plus problématique. Hein. Cette inhibition se manifeste à la dose de Ramendo, donc ça vous le direz parce que je n'ai pas mis l'information complète, chez le candida albicans, et peut être observé seulement après 30 secondes à 15 minutes, donc c'est extrêmement rapide. De plus, le pourcentage dans une culture de forme inf est réduite à des plus faibles concentrations de propolis. Donc il a été prouvé que la propolis inhibait bien les 3 formes que peut prendre le champignon de type candida albicans. Donc deuxième chose, l'extrait de propolis semble en outre proposer une solution au problème de souche résistance aux antifongiques classiques. On observe une activité remarquable contre les souches du candida albicans. Plusieurs souches, on l'a vu, Tropicalis, Parapylopsis, Glablatra, donc la candidose au niveau de la peau, les candidoses vaginales aussi, et qui résistent aux antifongiques azolés. Donc ça vient le travail de cette docteure en pharmacie. Donc c'est extraordinaire les capacités qu'elle a, cette propolis. En phytothérapie, on va retrouver des plantes qui sont immunostimulantes et antifongiques. Donc on a la feuille d'olivier qui possède des propriétés immunostimulantes et antifongiques. On a l'extrait de racines de scutellaire, qui est antiviral et antifongique. On a l'échinacée aussi. Donc attention avec cette plante si on a des problèmes de maladies auto-immunes. On a la berbérine qui est excellente aussi. On a l'extrait de pépins de pamplemousse. Donc voilà, on peut additionner par exemple les produits de la ruche, donc la propolis, avec une plante, une phytothérapie aussi. Donc on a plusieurs solutions. On a des bioactifs qui vont être complémentaires, par exemple, à la propolis et à ce qu'on a cité là, la berbérine, j'ai cité, l'acide caprylique, ce qu'on va retrouver dans la noix de coco, le curcuma aussi, l'ail, le resveratrol. On a des huiles essentielles aussi qui sont antifongiques, comme le thym à linalol, l'huile essentielle d'origan compact et la cannelle de Ceylan. On a le gingembre aussi, les gingerol et les chogol qui sont très efficaces aussi contre le candida albicans, le thé vert avec les polyphénols, la scutellaire, l'apacho, la feuille d'olivier et on va voir un probiotique spécifique. Donc la berbérine aussi, il y a beaucoup d'études scientifiques dessus. Donc la berbérine, c'est un antifongique naturel,
extraits de végétaux de l'épine vinette, mais pas que. Ses propriétés antifongiques et antibactériennes à large spectre ont en effet aussi anti-inflammatoires. Moi, je l'utilise beaucoup, la berbérine, dans des problèmes aussi de dysbiose digestive, d'inflammation du tube digestif, de maladies inflammatoires du tube digestif. La berbérine, elle est assez aussi intéressante. Donc, l'action de la berbérine contre le candida est plus puissante que la plupart des antifongiques naturels. Elle va renforcer le système immunitaire. Elle est en même temps capable de détruire les bactéries, virus et autres levures au niveau du système digestif. Donc ici, on a des études qui datent de 1982 sur l'antimycocité, activité de la berbérine, voilà, antimicrobien aussi, des études un peu plus vieilles. Et donc ces études ont montré que la berbérine désactivait non seulement le candida albicans, mais aussi 10 autres espèces de levures. Donc très intéressante. La berbérine, la propolis, retenez des petites choses parce que certaines personnes ne vont pas pouvoir se payer des compléments tout formulés qui coûtent assez cher quand même. Mais voilà, donc on peut travailler de différentes manières sur une candidose. On n'est pas obligé de faire comme la solution que je vais proposer à la fin, un truc tout fait. Donc on a l'acide caprylique aussi. Ça, je pense que tout le monde connaît les pouvoirs antifongiques de l'acide caprylique. Donc on va la retrouver dans la noix de coco, le lait maternel aussi, et évidemment dans l'huile de palme. Donc l'huile de palme qui est pas chauffée, qui est pas, comment on appelle, j'ai plus le nom en tête, mais les huiles de palme qu'on a chez nous, qu'on reçoit chez nous, elles ont subi des chauffages très très importants et donc elles n'ont plus de propriété du tout. Donc le lait maternel étant réservé aux nourrissons et la culture d'huile de palme très destructrice, on préférera évidemment l'huile de coco qui est d'ailleurs un remède de choix dans la lutte du candida albicans, de tout type d'infection fongique, mais elle ne suffit pas à elle seule. Donc aussi petite différence. Donc on peut l'utiliser sur la peau, on peut l'utiliser au niveau buccal aussi, pour faire des bains de bouche. Donc attention de ne jamais recracher votre huile de coco dans l'évier ou dans le mieux c'est une poubelle, parce que si vous faites une cure par exemple d'huile de coco, ça blanchit les dents, ça permet de nettoyer au niveau buccal, ça fait un grand ménage. Donc moi des fois, je conseille à des personnes de faire pendant une semaine des bains de bouche à l'huile de coco. Vous recrachez dans la poubelle, sinon vous allez boucher toutes vos canalisations. Parce que quand il fait chaud, elle va être sous forme liquide et dès que la température va passer en dessous de 30 degrés, 25, 20 degrés, elle va se solidifier et là, vous allez avoir toutes vos canalisations bouchées. Je vous parle de ça, mais j'ai fait l'expérience, donc c'est pour ça que je vous en parle. Donc voilà, j'ai bouché toutes mes canalisations quand j'habitais à Bruxelles parce que je faisais des cures d'huile de coco et je recrachais à chaque fois dans l'évier de la salle de bain. Donc prise sous forme liquide, attention parce qu'elle va être majoritairement absorbée au niveau du haut de l'intestin, donc elle sera moins efficace et elle ne va pas atteindre le côlon. Donc si vous utilisez la graisse de coco, il faudrait la mettre dans des capsules gastro-résistantes pour qu'elle soit absorbée bien plus bas. Donc là, généralement, la dose qu'on recommande avec des gélules gastro-résistantes, on les prend pendant le repas et chacune, on aura 1000 à 2000 mg d'acide caprylique dans la gélule. Alors, on a le curcuma aussi qui est très intéressant contre le candida albicans. Donc, cette racine a de nombreuses propriétés, dont l'une est la lutte efficace du candida albicans. Elle va favoriser aussi la croissance de la population de bonnes bactéries et des levures qui vont lutter contre ce candida albicans. Donc ici, je vous ai mis une étude scientifique. Cette étude indique une puissante action antifongique du curcuma longa contre le candida albicans. On a l'ail aussi, ça vous connaissez l'aïcine, donc l'ail est efficace, un antifongique naturel, il peut se consommer cru aussi, donc en décoction, en vin, en teinture, mais aussi on peut le consommer sous forme de capsules aussi dans les gélules pour les personnes qui ne le supportent pas. Voilà. Donc tout ça, il faudrait qu'il soit titré à 300 mg, titré en aïcine. Donc il est très efficace contre les levures en général, mais c'est aussi un puissant antibiotique naturel
efficace contre les bactéries pathogènes, y compris les bactéries responsables de la maladie de Lyme. Donc on l'avait vu la dernière fois. Il va favoriser aussi la neutralisation et l'élimination des toxines et permet d'éliminer le biofilm et le passage sous forme mycélienne. Donc intéressant aussi. Donc on peut additionner pas mal de choses, hein, berbérine, propolis, curcuma, de l'ail, voilà, il y a plein de petites choses. On a le resveratrol aussi, donc ça on avait vu que c'est un bioactif qu'on retrouve assez souvent, le resveratrol. Donc il a un effet inhibiteur sur la formation du biofilm, je vous ai mis une étude scientifique. Il a une activité antibiofilm d'une molécule semi-synthétique du resveratrol, le biofilm du Candida albicans. Le resveratrol a altéré la transition morphologique de Candida albicans dans de diverses conditions induisant des nymphes, donc le passage de la levure à la forme mycélienne, donc très intéressant aussi. Et on va le retrouver en complément alimentaire sous le nom trans-resveratrol. C'est la forme active qu'on va retrouver dans les compléments alimentaires. Alors on a des huiles essentielles aussi qui sont très intéressantes pour traiter la candidose. Donc on a vu tout à l'heure, on a vu ces huiles. Donc on a le thym, le Thymus vulgaris, le thymol linalol, la cannelle, l'origan, qui vont inhiber les biofilms et qui vont interagir de manière synergique avec des médicaments antifongiques contre les souches résistantes aux médicaments de Candida albicans et Candida tropicalis. Donc on peut les utiliser en plus de certains médicaments. Moi, j'irai sur des formes tout le temps naturelles. On n'a pas besoin de médicaments. À partir du moment où on a fait le bon choix et on a une bonne stratégie, je ne vois pas pourquoi on douterait de la médecine naturelle. Alors aussi, on a une activité antibiofilm et antivirulence, donc qui permet d'éviter la formation des nymphes, donc des filaments. Le gingembre, par les gingérols et les chogols, les principes actifs. On a les polyphénols du thé vert aussi qui vont inhiber la formation du Candida albicans et du Streptococcus mutant. On a l'extrait de Stukeller aussi, donc il y a des propriétés tranquillisantes, antivirales, antifongiques, antibactériennes. Son principe actif est la bécalaïne, inhibe la croissance du Candida albicans et diminue la production de biofilm. Voilà, vous avez de partout des études scientifiques. Ça vous permet d'aller un petit peu plus loin et de faire un dossier, si vous avez envie, un peu plus complet. On a le Lapacho aussi, donc ça a été, c'est assez connu, hein, donc il présente des propriétés antifongiques, antibactériennes, antiparasites, pareil, on a des études scientifiques. La feuille d'olivier aussi, qui est très intéressante avec son bioactif phénolique, qui est l'olupéine. Donc, elle a des propriétés antifongiques qui sont assez considérables contre le Candida albicans, comme des propriétés anti-adhésion, anti-biofilm et inhibitrices puissance de la forme morphogénèse et la production d'oxoenzymes du Candida albicans. Donc, elle possède également des propriétés immunostimulantes, donc intéressantes. Voilà, donc je vous ai mis encore une fois une étude. Et on a un probiotique qui est spécifique, et ça c'est un probiotique que je conseille après des antibiothérapies. Donc c'est une souche qui va permettre de remettre un bon équilibre, un bon ordre au niveau du microbiote. C'est une souche qui est extrêmement représentée au niveau de notre diversité de bactéries. Au niveau du système digestif, c'est la souche Helveticus lafti, Lactobacillus L10. Donc, elle exerce des effets bénéfiques contre la forme pathogène du Candida albicans, déjà, et présente au niveau des différentes muqueuses. Elle inhibe le passage du Candida albicans vers sa forme mycélienne. Donc, c'est ça qu'il faut arriver à éviter, c'est que cette candidose se transforme dans ses formes les plus virulentes. Parce que alors là, c'est un peu plus compliqué à traiter. Et puis, comme on a vu, ça pouvait organiser une hyperperméabilité intestinale et voire des maladies auto-immunes. Donc, cet Helveticus L10, lafti L10, stimule le système immunitaire pour favoriser la lyse de cette mycose et exerce également une action anti-inflammatoire au niveau local. Donc, ça, c'est intéressant. Il exerce aussi par ailleurs une activité anti-hypertensive, anti-mutagène et permet d'inhiber la prolifération de bactéries pathogènes.
Donc, le Lactobacillus helveticus lacti L10 fait l'objet de plus de 836 publications scientifiques. Et là, je vous les ai mis. Donc, j'ai mis un lien sur cette phrase-là. Vous pouvez aller chercher. Vous verrez que c'est extraordinaire. Donc, c'est une souche que je donne facilement, par exemple, avec la prise d'une antibiothérapie. Donc, la personne, elle prend le matin son antibiotique et le soir, elle prendra son probiotique, la souche Helveticus lacti L10. Donc, c'est une souche qui est assez la plus commune dans notre système digestif, et de là, elle va permettre à éviter les dysbioses. Donc, pensez à cette souche-là, on la trouve partout, vraiment partout. Tapez le mot Helveticus, Lactobacillus helveticus lacti L10, et vous allez la retrouver chez de nombreux laboratoires. Voilà. Donc, très important. Alors, dans la pratique, on a vu qu'on pouvait utiliser beaucoup de plantes, beaucoup de bioactifs, beaucoup de molécules qui peuvent lutter contre cette infection fongique. Donc évidemment que si on sait bien se débrouiller et qu'on n'a pas trop le choix d'avoir des complexes déjà élaborés par des laboratoires, ben, on va réunir ces plantes et puis on va faire notre popote et on va se débrouiller de monter une stratégie très efficace pour traiter la candidose. Voilà. Maintenant, si on est thérapeute comme moi et qu'on n'est pas sûr que la personne va se débrouiller correctement, si on la laisse choisir un petit peu ses anticandidoses, ben on va plutôt la guider vers un complexe, comme j'ai mis là, il y en a plus. Il y en a plus que ça, hein, il y en a beaucoup plus que ça. Après, elles ne sont pas toutes très efficaces. Moi, j'ai mis celle qui me semblait le plus efficace. Moi, je travaille avec le Candidase Gold. Voilà. Donc, c'est un peu cher, c'est vrai, mais dedans, on retrouve énormément de choses, de substances bioactives, de ce qu'on a vu au-dessus, berbérine, curcuma, machin, bidule, il y a plein de choses, plus le Lactobacillus lacti L10. Donc, c'est intéressant parce que ça comprend tout. Donc, ça sera plus simple pour la personne de lui donner déjà une formule toute prête, voilà, plutôt que d'aller chercher des principes bioactifs à l'unité. Après, chacun fait comme il veut, on n'est pas obligé de travailler avec des complexes comme ça. Voilà. Donc, la prise en charge d'une candidose modérée, donc de là, ça veut dire qu'elle n'est pas passée sous forme encore mycélienne et qu'elle n'a pas fait plus de dégâts. Donc, il y a toujours une étape préalable avant de passer au complexe anticandidose ou à l'utilisation de bioactifs anticandidose. Donc, l'étape préalable, c'est la préparation au niveau du foie. Donc ça, c'est extrêmement important. C'est un petit peu comme la maladie de Lyme, il faut soutenir le foie. Et chez certaines personnes, c'est tout le long de la cure. Et chez d'autres, ça va être avant la cure. Bon, c'est très rare moi, je ne conseille pas de soutenir tout le long parce que beaucoup de gens qui ont des problèmes comme ça, Lyme ou des candidoses, ils ont aussi d'autres déséquilibres. Donc, c'est un peu plus judicieux d'amener une sécurité en plus. Donc, on va soutenir le foie contre cette réaction d'Alzheimer. Ça vous en rappelez, cette réaction d'Alzheimer. Il y a pas mal de symptômes aussi à ça, qui pouvaient décourager la personne si le thérapeute oublie de prévenir la personne, c'est-à-dire que si le thérapeute ne dit pas à la personne que pendant les 2 premières semaines de son combat avec le candidat, il va y avoir une réaction d'Alzheimer, c'est-à-dire que les symptômes vont pouvoir les symptômes existants vont peut-être être un peu plus importants ou de nouveaux vont pouvoir apparaître, et de là, il faut le prévenir. Donc, c'est important parce que moi, à chaque fois que je traite ça, je préviens et je reçois toujours un mail comme quoi, effectivement, les choses prennent des tournures un peu plus importantes et que, heureusement que je les ai prévenus, donc ça les rassure parce que je leur dis, oui, ne vous inquiétez pas, c'est bon signe, ça veut dire que la cure fonctionne et qu'on est sur la bonne voie. Donc, on va soutenir le foie de cette réaction d'Alzheimer par des plantes drainantes et hépatoprotectrices, mais on peut utiliser les curcuminoïdes, comme on a vu, la NAC ou le glutathion, les vitamines du groupe B aussi, très importantes, B12, B9, B6, tout ça, parce que on est dans des processus de méthylation, sulfatation, conjugaison et glutathion au niveau de la phase 2. Donc, ça, les personnes qui ont des problèmes
méthylation, d'acétylation, ben, ça sera vachement important de penser aux vitamines du groupe B. La vitamine C aussi, comme pour l'utiliser comme antioxydant. Le magnésium, on l'a vu, qui va favoriser la synthèse de certains neurotransmetteurs, le zinc qui va booster le système immunitaire, le fer, le sélénium, bon, le fer, on n'en donne pas nous, les thérapeutes, mais à voir sur une personne qui est déjà carencée, qui a une analyse sanguine, quoique les analyses sanguines, comme elles sont faites, si la personne a une inflammation chronique, ben, la ferritine sera fausse, ça c'est sûr. Le sélénium, le silicium, le manganèse, le chrome, le cuivre, enfin tous ces éléments-là sont super importants. Et donc on va commencer à soutenir le foie 15 jours avant la prise de complexe anticandidose. Donc nettoyer, préparer le foie à ça pendant 15 jours avant de prendre le complexe anticandidose. Par exemple, là j'ai mis le Candiliance Gold qu'on va prendre pendant plus ou moins 3 mois. On va démarrer progressivement pour atteindre la posologie conseillée maximum sur la boîte. Alors ça peut être, je ne sais pas, 2 gélules au repas du midi, 2 gélules au repas du soir. On va commencer tout doucement avec une gélule le midi, une gélule le soir. Et puis petit à petit, 2 gélules le midi, une gélule le soir. Et puis 2 gélules le midi, et puis 2 gélules le soir. Et là, on arrive à la posologie maximum. Voilà, donc on va toujours y aller tranquillement pour éviter justement ces fameuses réactions d'Alzheimer. On va prendre en même temps la berbérine aussi. Là, c'est un des protocoles, c'est un exemple, mais vous pouvez faire votre protocole avec tous les éléments que j'ai cités au-dessus. Ça, c'est vous qui voyez. Donc, on sait que j'ai pas mis la propolis, vous voyez, et pourtant, elle pourrait apparaître facilement parce que elle paraît très, très, très efficace. Donc, prendre la berbérine, 500 mg par repas, plus ou moins 3 mois. Et si on a besoin de traiter l'hyperperméabilité intestinale, on sait que vitamine zinc. Et puis, si on a, et ça c'est classique, la dysbiose, on va traiter aussi avec Lactobacillus helveticus lacti-L10, plus ou moins 2 mois. Et là, on sait aussi que ça va être une aide précieuse pour détruire, éliminer le candida albicans, voilà, sous sa forme invasive. Et puis, évidemment, incontournable, le régime alimentaire anticandidose qu'on a vu tout à l'heure, où on va supprimer les levures, les aliments industriels, les sucres raffinés. On va supprimer aussi les aliments contenant des levures, lactofermentation, pain au levain et toutes ces choses-là. Voilà, et un peu plus longtemps que la cure anticandidose, donc plus ou moins 4 mois. Donc, je récapitule. Avant toute chose, on prépare le foie. On travaille sur le foie 15 jours avant la prise des complexes anticandidose. Et puis, une fois qu'on a préparé son foie, soit on arrête de soutenir le foie, soit on continue. Ça, c'est l'avis du thérapeute qui va décider en fonction de la personne. Et puis de là, on démarre la cure anticandidose avec un complexe anticandidose, la berbérine, et puis le Lactobacillus helveticus lacti-L10, et puis on voit s'il y a perméabilité, hyperperméabilité intestinale ou pas. Donc là, on est dans le cadre d'une candidose modérée. Si on va sur une candidose un peu plus sévère, un peu plus importante, donc toujours en premier et tout seul pendant 15 jours l'étape préalable de la détox. Donc ça, c'est extrêmement important pour éviter les réactions d'Alzheimer. Et de là, on va utiliser cette fois-ci les huiles essentielles. Donc l'idéal, ça serait d'avoir la cannelle de Ceylan, d'origan, le thym à linalool réunis en gélules. Ça serait l'idéal. Maintenant, si on ne les a pas, on peut les réunir sur un support alimentaire à la fin du repas. Et de là, on va traiter avec ces huiles essentielles pendant 14 jours et pas un jour de plus. Les huiles essentielles peuvent être agressives au niveau du système digestif, elles peuvent brûler, donc il ne faut pas insister plus que ça. On peut y revenir après une bonne pause, par exemple, si la personne, à la fin de sa cure, elle veut se refaire une semaine avec des huiles essentielles pour mettre le dernier coup de balai final, elle peut, mais dans l'utilisation des huiles essentielles, moi, je ne vais pas, en ingestion, je ne vais pas à plus de 14-15 jours d'affilée parce que ça peut devenir toxique après. Donc, voilà. Donc, on va traiter avec les huiles essentielles sur peut-être le petit déjeuner, le repas du midi, le repas du soir. C'est à tester en fonction de la réceptabilité de la personne.
Moi, de mon expérience, j'ai très peu de personnes qui supportent les huiles essentielles sur 3 repas. Sur 2 repas, ça passe, matin, midi, et généralement le soir, ça passe pas. Donc, à vous d'équilibrer cette prise avec la personne. Et puis, pareil, ben là, on remet le complexe anticandidose. Moi, je choisis Candidase Gold parce que je travaille avec. Et puis, la berbérine. Et puis, dans ce cas-là, je pense qu'on va traiter l'hyperperméabilité intestinale avec la glutamine et le zinc, et puis le lactobacillus helveticus lacti L10. Voilà. Et sans oublier, évidemment, le régime alimentaire anticandidose obligatoire. J'ai mis 3 mois, là, mais ça peut être encore plus que ça, puisqu'elle est sévère. Donc voilà, toujours la préparation du foie 15 jours avant, 10 jours avant la, la prise des complexes anticandidose. Sur la forme sévère, on va ajouter les huiles essentielles au complexe anticandidose ou à d'autres éléments qu'on aura sélectionnés, la berbérine par exemple. Voilà, et puis on traitera l'hyperperméabilité intestinale et la normalisation de la flore intestinale avec le lactobacillus helveticus. Voilà. Vous avez pas mal de lectures sur le sujet. Donc là, faire le Canditest, je vous ai mis le lien du docteur Vincent Renaud qui a écrit plusieurs livres. Docteur Vincent Renaud, c'est un médecin que j'aime beaucoup, qui travaille sur Nice et qui, comme moi, prend 2 heures ses patients au premier rendez-vous, fait des anamnèses qui sont très longues. Donc c'est très rare. Voilà, donc c'est un excellent. Moi, j'aime beaucoup le docteur Vincent Renaud. J'ai beaucoup travaillé avec et c'est un médecin que j'aime beaucoup. Donc voilà, il a écrit ce livre, Le candidat albican, reconnaître, fatigue, surpoids, et toutes ces choses-là. Et puis il a fait un autre petit bouquin sur l'alimentation, des recettes, et un autre livre aussi que j'aime bien, En finir avec la candidose. Donc voilà, comprendre son fonctionnement, dépister une candidose, les traitements naturels pour soigner aussi, ça peut être intéressant pour les thérapeutes. Voilà, ces 3 bouquins, pour moi, c'est 3 livres de référence pour la candidose. Voilà. Donc voilà, je vais vous rejoindre. Est-ce que vous êtes toujours là? Oui, oui. Oui, donc bah, je vais mettre fin à l'enregistrement de la formation. Merci Jean-Claude. Mettez fin.